Merci, cher ami. Alors, en fait, les recommandations nationales, dans une réunion comme celle-ci, me paraissent devoir comporter d'autres choses que purement et simplement le contenu des guidelines. Donc, on peut dire que nous, en tant que neurologues, notre objectif face à cette pathologie qui est, comme on l'a vu, une affection pourvoyeuse de handicap sévère qui débute chez l'adulte jeune, actif, donc productif. L'évolution de cette affection est actuellement transformée par la prise en charge précoce et adaptée. Notre objectif face à cette pathologie est de faire en sorte que toute personne souffrant de sclérose en plaques puisse bénéficier de la meilleure prise en charge. Cet objectif ultime peut se décliner en objectifs intermédiaires. Ces objectifs intermédiaires sont d'abord du registre de la formation et de la mise à disposition des professionnels de santé de connaissances suffisantes. Le deuxième axe ou objectif intermédiaire, c'est la mise à niveau et la mise à disposition de moyens techniques, diagnostiques et de moyens thérapeutiques. Le troisième axe, c'est la mise à niveau de l'accès aux soins, se rapportant à la couverture médicale, à l'équité territoriale et la formation des patients en vue d'une adhésion. Et pour clôturer ces trois axes, il est important d'en assurer une pérennité et une soutenabilité sur le long terme. Si l'on s'intéresse maintenant à notre objectif intermédiaire premier, qui est la mise à niveau de la formation et des pratiques des professionnels de santé. On peut le décliner en deux aspects, la formation et la mise à disposition des règles de bonne pratique médicale, diagnostique et thérapeutique. La formation, elle comporte la formation de base et la formation continue. Les neurologues interviennent en fait dans la formation, bien entendu, des neurologues, et actuellement, on compte environ 400 neurologues en exercice à travers le pays et 200 environ en formation. Les neurologues interviennent aussi dans la formation des autres spécialistes et des autres professionnels de santé afin de les sensibiliser par rapport à la meilleure prise en charge de ces affections, en particulier neurologiques et de la sclérose en plaques tout spécialement. La formation continue en matière de CEP et de pathologies apparentées est assurée par les neurologues à travers les congrès, les séminaires, les ateliers et, comme l'a dit professeur Blessen, un DU mis en place tout récemment. L'implication des sociétés savantes et des universitaires est totale dans cette formation continue. Là, nous voyons l'évolution des neurologues entre 2022 et 2024 dans le secteur privé et public. Cette dernière décennie a connu une augmentation en nombre exponentielle. Elle suit l'évolution de la population médicale à travers le pays
et de la population, je peux avoir ton pointeur, et de la population paramédicale. Cependant, donc pour mettre à disposition pour assurer un exercice optimal en matière de prise en charge de la sclérose en plaques diagnostique et thérapeutique, la Société marocaine de la sclérose en plaques a élaboré des règles de bonne pratique médicale en matière de prise en charge de cette affection. Ceci vise à mettre à la disposition des neurologues marocains et des autres professionnels intervenant dans la prise en charge de cette affection d'un manuscrit qui peut les aider dans la voie d'une meilleure prise en charge de l'affection. La méthodologie adoptée est en accord avec celle préconisée par l'ANAM et la Société marocaine des sciences médicales en vue de la mise à disposition de la Haute Autorité de Santé de ce document pour qu'il soit le document de base de remboursement pour la pathologie en question. Les bases de travail ont été bien entendu les guidelines disponibles ainsi qu'une actualisation en vue des données de la littérature récente. Nous avons procédé à certaines adaptations qui sont inhérentes au contexte marocain et nous souhaitons en assurer une diffusion large avec l'ensemble des outils nécessaires. La méthodologie de travail pour la réalisation de ces RBPM a consisté d'abord en une enquête sur les pratiques, deuxièmement, un appel à participation au groupe de pilotage et au groupe d'évaluation. Nous avons recherché des sources de financement sans conflit d'intérêts. Nous avons travaillé d'abord dans le cadre de la formation à l'élaboration des RBPM de l'ensemble des participants, donc en particulier au groupe de pilotage, puis nous avons travaillé soit en session plénière, en sous-groupe, en visio et par partage par courriel. Les groupes impliqués sont un groupe de pilotage, un groupe de cotation externe et un groupe de lecture élargi à d'autres professionnels de santé, donc d'autres spécialistes tels que les MPR, ophtalmo-radiologues, mais aussi des paramédicaux et représentants des patients. La stratégie a été d'adopter les guidelines disponibles quand c'était adapté, quand c'était possible, et puis d'adapter ou de développer quand les mesures préconisées par les autres guidelines ne nous correspondaient pas ou ne correspondaient pas au contexte marocain. La formalisation du consensus donc s'est déroulée à travers un travail en sous-commission, puis nous avons réalisé une cotation de la version finale en session plénière. Nous avons procédé à des ajustements par les sous-groupes de travail. Actuellement, c'est l'évaluation externe, puis la finalisation du document qui sont en cours. Ce document final est un document important d'une 100aine de pages comportant
en particulier les critères diagnostiques actuels, mais aussi tous les outils nécessaires aux neurologues dans la prise en charge de la CEP. Il en existe aussi une version abrégée, plus en adéquation avec la pratique quotidienne. Notre deuxième objectif intermédiaire ou axe consiste en la mise à niveau des moyens impliqués dans la prise en charge de la sclérose en plaques, aussi bien des moyens diagnostiques que thérapeutiques. Concernant les moyens diagnostiques, c'est principalement l'IRM et le laboratoire, donc tout particulièrement l'immunologie. Et donc au Maroc, nous connaissons un développement en fait de la disponibilité des IRM et des laboratoires d'immunologie à travers les principales villes du Maroc, comme on le verra, mais les protocoles IRM nécessaires pour explorer une sclérose en plaques ne sont pas toujours appliqués. Et au niveau des laboratoires, les techniques nécessaires ne sont, pour ainsi dire, que très rarement développées. Concernant les traitements, tout d'abord, les DMT, nous avons connu une réelle accélération de l'introduction des DMT au Maroc et nous voyons l'apparition des biosimilaires. Là où le bas blesse, c'est les traitements symptomatiques, aussi bien pharmacologiques, où nous connaissons des ruptures de stock, des non-disponibilités et des non-remboursements dans cette indication de la sclérose en plaques. Les moyens thérapeutiques non pharmacologiques, quant à eux, donc la kiné, la psycho, etc., sont pour l'essentiel relativement disponibles, mais il y a une insuffisance de formation et de sensibilisation des techniciens à cette pathologie. Et surtout, il y a une insuffisance de remboursement de ces actes. Donc, nous voyons là une répartition donc des IRM à travers le Maroc, et là, il s'agit des IRM publiques, donc elles sont disponibles dans les principales villes du Maroc. Il en est de même pour les laboratoires. Cependant, comme je l'ai dit, c'est la technicité et dans le cadre de la sclérose en plaques qui fait défaut. Concernant les DMTs, donc on peut dire que nous disposons d'un arsenal relativement satisfaisant. Maintenant, c'est le statut de remboursement qui pose problème et en particulier pour toutes ces molécules dites anticorps monoclonaux et principalement les anti-CD20 et la cladribine. Notre troisième objectif ou troisième axe, c'est la mise à niveau de l'accès aux soins. Il se décline en la disponibilité de la couverture médicale, l'équité territoriale et en l'adhésion, l'accès aux soins passe par l'adhésion des patients et donc l'information, la sensibilisation des patients est importante. Donc, cet accès aux soins, nous avons connu une réelle avancée avec l'adoption du statut d'ALD en 2005 concernant la sclérose en plaques. Je fais partie de la génération qui a connu la sclérose en plaques, non encore considérée comme une affection de longue durée et donc non prise en charge comme actuellement par les organismes de prévoyance. La deuxième avancée, c'est
l'AMO, ou la couverture sanitaire universelle, qui aujourd'hui est considérée comme un droit de tout citoyen marocain, et c'est en même temps une obligation légale pour tout citoyen marocain. Les chiffres sont intéressants puisque aujourd'hui on considère que plus de 86% de la population est immatriculée. Cependant, les dossiers sont en droit fermé, donc non accessibles, pour près de 11% de ces 86%. Et on connaît des ruptures, des interruptions, en particulier quand il n'y a pas un paiement par l'employeur, et alors que ceci ne devrait pas être le cas compte tenu du fait que la sclérose en plaques a un statut d'ALD. Enfin, ce qui a été souligné par les différents intervenants avant moi est notable, c'est-à-dire que le reste à charge des familles dans cette pathologie est important et il représente 35% des frais médicaux. Donc 35% des frais médicaux sont à la charge des patients et des familles. Concernant l'équité territoriale, il y a des avancées, cependant on garde 6 régions du Maroc qui sont nanties en matière de neurologie, mais en matière de médecine d'une façon générale. Il s'agit essentiellement de Casablanca-Stade, Rabat-Salé, Kénitra, Tanger-Tétouan et l'Oriental, Fès-Meknès, Marrakech-Safi. Environ 70% des offres sont concentrées sur ces régions. Par ailleurs, c'est des déserts médicaux. Enfin, pour que l'on puisse arriver à une observance et à une adhésion aux prises en charge, il est important d'assurer une information, une sensibilisation et une éducation thérapeutique. Ceci est assuré par l'implication des neurologues auprès des associations de patients, comme on l'a vu et comme le pratiquent la plupart des équipes universitaires et non universitaires, mais on le réalise aussi en marge de nos consultations. Donc, on fait de l'éducation thérapeutique en marge de nos consultations. Cependant, elle reste non formalisée et donc non reproductible. Donc, c'est les données concernant la couverture médicale avec ces disparités. Les 6 régions nanties, on le voit également en ce qui concerne la présence des neurologues et les déserts médicaux, où aussi bien les neurologues que les moyens diagnostiques font défaut. Ceci est une carte représentant le secteur public et le secteur libéral. Donc, on voit qu'il y a un réel effort fait au niveau du secteur public, mais c'est la pérennité de cette présence qui fait défaut et ça reste quand même des déserts médicaux. Si l'augmentation du nombre de neurologues est certaine, la disparité persiste malheureusement. Le 4e axe, c'est assurer la pérennité et la soutenabilité sur le long terme, sans interruption ou rupture de stock.
Alors, la pérennité ne peut être réfléchie que dans le cadre de la prise en charge de la couverture sociale par la couverture sociale universelle. L'argent reste le nerf de la guerre. La santé, comme on le dit, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Parallèlement à ça, nous sommes devant une augmentation exponentielle du nombre de patients atteints de sclérose en plaques au Maroc. En même temps, les moyens diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la prise en charge sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus coûteux. Et la perception de l'AMO par les différents intervenants ou protagonistes est variable. Pour les patients, comme nous l'avons entendu, l'AMO n'est pas assez opérante et on entend souvent qu'elle est à la tête du client. Pour les neurologues, nous déplorons principalement le retard dans le traitement des dossiers, des décisions prises par des non-experts parfois, un non-respect du secret médical, puisque actuellement au niveau de WAFA Plus ou de WAFA-CASH, je ne sais plus, et d'autres organismes, on peut déposer un dossier avec le nom du patient et le nom de l'affection. Et nous déplorons aussi des argumentaires de rejet non fournis ou erronés, ce qui retarde encore plus la réponse aux patients. Pour les organismes de prévoyance et les autorités de santé, la généralisation de l'AMO a fait l'objet d'un bilan d'étape. Leur conclusion, c'est qu'il s'agit d'une avancée sociale à consolider et des défis à relever. Ce Conseil économique, sanitaire et environnemental a réalisé une enquête sur la perception de la généralisation de l'AMO en mai-juin 2024. La synthèse est que de la perception, c'est que c'est un système qui est perçu comme complexe, peu protecteur, y compris de la part des personnes qui sont assurées. Il est insuffisamment clair sur les prestations couvertes, leurs coûts, les conditions d'accès et les modalités de remboursement. Deuxièmement, il persiste une barrière financière, relevant que 60% de la population non couverte et également 36% de la population assurée affirment renoncer aux soins pour des raisons financières. L'accessibilité inégale aux soins et aux traitements constitue la troisième conclusion de cette enquête. Les traitements sont coûteux, le remboursement n'est pas rapide, il est partiel et donc il y a un renoncement, un non-accès à ces thérapeutiques de la part des patients. Et le dernier point concerne la disparité de l'offre de soins entre les différentes régions et entre public et privé. Madame Slassi, 2 minutes. Encore 2 minutes. Oui. Pour assurer la pérennité et la soutenabilité, il faut que les entrées soient conséquentes et soient en harmonie avec les dépenses. Nous constatons en fait la conclusion du ministère, des organismes, c'est que si la tendance que l'on observe ici de l'augmentation des dépenses supérieure à l'augmentation des ressources persiste en 2026,
il y aurait un épuisement. La généralisation de l'AMO pour le Conseil social, économique, social et environnemental les a amenés à des recommandations. D'abord, la digitalisation des démarches en vue de réduire les délais, une révision des cotisations et des taux de remboursement, un renforcement des infrastructures visant à combler les disparités régionales et une meilleure communication. En conclusion, les recommandations de la SMACEP destinées aux neurologues consistent en l'application des règles de bonne pratique médicale, s'inscrire dans une politique de formation continue, participer aux évaluations, ajustements futurs des règles de bonne pratique, participer à la diffusion auprès des autres professionnels de santé, organiser des réseaux de soins pluridisciplinaires régionaux centrés sur ce type de pathologie, discuter en RCP les situations particulières, enfin, structurer l'éducation thérapeutique des patients et participer au dialogue avec les autorités de santé. Les recommandations générales consistent en le dialogue. Il est nécessaire pour une meilleure connaissance et tenue en compte du point de vue des autres partenaires, patients, prestataires, pourvoyeurs, laboratoires et autorités de santé, le dialogue en vue d'une appropriation de la problématique et d'une gestion participative en vue d'une meilleure maîtrise du problème et des solutions, et enfin, une offre de soins centrée sur le patient, humaine, de qualité, équitable, accessible, pérenne et soutenable financièrement. Je vous remercie.